ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la nouvelle formulation du vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19 et son incidence sur la gestion du vaccin, la chaîne d'approvisionnement et l'assistance technique. Je suis Maricel Castro de l'équipe de chaîne d'approvisionnement et logistique vaccinale à l'OMS. Notre session d'aujourd'hui sera divisée en deux parties. Tout d'abord, ma collègue Anahita de l'UNICEF et moi vous présenterons la nouvelle formulation du vaccin. Puis Crown Agents et UPS vous parleront des différents types d'assistance technique à la disposition des pays et des enseignements tirés de leur expérience. Jessica Lanyon et Brian Richmond représenteront Crown Agents et Chris Larson et John O'Sullivan UPS. Nous vous enverrons la présentation et des liens vers des ressources complémentaires ultérieurement. Je vais maintenant vous parler de la manipulation, du stockage et du transport des vaccins Pfizer contre la Covid-19. Cette présentation abordera les points suivants. Premièrement, le vaccin, ses conditions de stockage et sa durée de conservation. Deuxièmement, les considérations opérationnelles quant à la gestion et l'administration du vaccin. Troisièmement, le conteneur isotherme fourni par le fabricant. Quatrièmement, les stratégies recommandées concernant la chaîne du froid et le déploiement des vaccins. Cinquièmement, les éléments à prendre en compte lorsqu'on choisit un modèle de congélateur à ultra basse température ou congélateur ULT et un dispositif de contrôle de la température ou TMD. Et sixièmement, les options en matière d'équipement pour le transport et le stockage des vaccins au point de distribution inférieur. Comme vous le savez, Pfizer-BioNTech produit actuellement 3 vaccins contre la Covid-19. Les formules actuellement disponibles via COVAX sont la PBS, solution saline tamponnée au phosphate, et les 2-O trisaccharose. La PBS, ou vaccin violet en raison de la couleur du capuchon, est la formule d'origine recommandée pour les personnes âgées de 12 ans et plus. Ce vaccin doit être dilué et est très sensible aux secousses et vibrations. On ne peut donc pas le transporter plus de 12 heures une fois stocké. La nouvelle formule au trisaccharose se décline en 2 versions. La première est le vaccin à capuchon gris, également recommandé pour les personnes de 12 ans et plus. Contrairement au vaccin violet, aucune dilution n'est nécessaire, c'est une formule prête à l'emploi. L'autre formule au trisaccharose, au capuchon orange, est une formule pédiatrique recommandée pour les enfants de 5 à 11 ans et nécessitant d'être diluée. En raison de leurs caractéristiques spécifiques pré-utilisation, nous recommandons aux professionnels de santé de se familiariser avec les différentes formules et leurs exigences en matière de manipulation afin d'éviter toute confusion et erreur d'administration, surtout pendant une session de vaccination. Veuillez noter que la formule au trisaccharose étant un peu plus stable, le vaccin décongelé peut être transporté à tout moment avant sa date de péremption. Les vaccins violet et gris se présentent en flacons multidoses de 6 doses. Bien que le violet doive être dilué alors que le gris est prêt à l'emploi, la série primaire de ces 2 vaccins comprend 2 doses de 0,3 ml chacune. Si le fabricant conseille un intervalle de 28 jours entre les doses, le SAGE, le groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS, recommande au pays un intervalle de 4 à 8 semaines, car un intervalle plus long entre 2 doses améliore l'efficacité du vaccin et diminue potentiellement le risque de myocardite et de péricardite. Le SAGE recommande également une dose supplémentaire en série primaire pour les personnes immunodéprimées, à administrer entre 1 et 3 mois après la 2e dose. Il est conseillé d'administrer une dose de rappel aux personnes non immunodéprimées de plus de 18 ans, 6 mois après la série primaire, conformément à la feuille de route de l'OMS pour l'établissement des priorités. Chaque flacon de la formule pédiatrique à capuchon orange contient 10 doses et nécessite d'être dilué avec 1,3 ml de diluant. Ce vaccin est aussi administré en série primaire de 2 doses, de 0,2 ml chacune, et l'intervalle recommandé entre les 2 doses est là encore de 4 à 8 semaines. Le SAGE n'a pour l'heure pas émis de recommandations concernant d'éventuelles doses de rappel pour les enfants de 5 à 11 ans.
Chaque formule a une durée de conservation de 9 mois à une température ultra basse et peut être temporairement conservée dans le conteneur d'expédition isotherme pour une durée maximale de 30 jours, avec un réapprovisionnement du conteneur en glace carbonique tous les 5 jours. Toutefois, seul le vaccin violet peut être stocké dans un congélateur à vaccin classique d'une température comprise entre -25 et -15 degrés, et ce pour une durée maximale de 2 semaines. Les deux formules au trisaccharose, au capuchon gris et orange, ne peuvent pas être stockées dans un congélateur classique. Une fois décongelé et mis au réfrigérateur, le vaccin violet peut être conservé 31 jours seulement, tandis que les vaccins gris et orange peuvent être conservés 2 mois et demi, soit 10 semaines. Pour chaque formule, le flacon doit être jeté au bout de 6 heures après le premier prélèvement ou après la session de vaccination, selon ce qui survient en premier. Le vaccin est livré congelé à une température ultra basse. À réception, chacune des 3 formules peut être stockée dans un congélateur ULT, dans le conteneur d'expédition maintenu à froid avec de la glace carbonique, ou dans un réfrigérateur, sauf le vaccin violet qui peut lui aussi être stocké dans un congélateur classique d'une température comprise entre -25 et -15 degrés. Une fois les vaccins décongelés, il ne faut pas les recongeler. Veuillez garder cela en tête, ainsi que la durée de conservation à différentes températures de stockage et les exigences en matière de transport lorsque vous planifiez votre campagne de vaccination, afin de garantir que le vaccin reste efficace jusqu'à son administration. Une fois stocké et ouvert, le vaccin ne peut être congelé. Lors de la session de vaccination, le vaccin ouvert et dilué doit être conservé à une température comprise entre 2 et 8 degrés. Les vaccins sont sensibles à la chaleur, à la lumière du soleil et aux ultraviolets, et mieux vaut minimiser toute exposition à la lumière intérieure. Il est donc important de les conserver dans leur emballage secondaire d'origine jusqu'à utilisation. L'emballage est en outre très important pour actualiser la date de péremption du vaccin au fur et à mesure qu'on change sa température de stockage. Ne pas congeler le diluant, mais le stocker à température ambiante. Cependant, pendant la session de vaccination, nous vous recommandons de conserver le diluant à la même température que le vaccin, soit entre 2 et 8 degrés. L'étiquette du flacon du vaccin ne comporte pas de PCV, mais d'autres renseignements importants tels que le numéro de lot, la date de péremption, le nombre de doses et le dosage. Il peut éventuellement y avoir la place de noter la date et l'heure de la dilution. Sur cette diapo figurent les dimensions de l'emballage secondaire ainsi que le volume emballé. Il se peut que les vaccins gris et orange soient initialement livrés par plateau porte-flacon de 195 flacons, similaire à l'emballage du vaccin violet. Avec ce type d'emballage, le volume emballé est de 1,8 cm3 par dose pour le vaccin violet, de 1,9 cm3 par dose pour le vaccin gris et de 1,1 cm3 par dose pour le vaccin orange. Les vaccins gris et orange seront ultérieurement livrés par carton de 10 flacons avec un volume emballé de 2,6 cm3 par dose pour la formule grise et 1,5 cm3 par dose pour la formule orange. Vous devez garder ces informations en tête lorsque vous planifiez la capacité de stockage et de transport nécessaire à ces vaccins. Sur cette diapositive, vous voyez un exemple de ce à quoi peuvent ressembler les différents emballages des vaccins Pfizer, sachant que l'emballage exact peut être un peu différent. Passons maintenant aux considérations opérationnelles en termes de manipulation et d'utilisation des différentes formules de vaccins Pfizer. Nous avons déjà parlé de la série primaire, de son extension et de la dose de rappel. Nous avons aussi dit pourquoi l'OMS recommande un intervalle de 4 à 8 semaines entre la première et la deuxième dose. Si la deuxième dose est accidentellement administrée avant le délai de 4 semaines, ne répétez pas l'administration. En revanche, si l'intervalle entre les deux doses dépasse par mégarde les 8 semaines, la deuxième dose doit alors être administrée dès que possible. Veuillez noter que dans l'idéal, si la première dose est un vaccin Pfizer, toute dose suivante devrait être du même produit.
Néanmoins, l'OMS soutient la flexibilité du programme de vaccination et l'utilisation d'autres vaccins à ARN messager contre la Covid-19 tant qu'un intervalle de 28 jours au minimum est respecté entre cet autre vaccin et la dose précédente. Comme nous l'avons vu, les recommandations de l'OMS en matière de doses de rappel s'appliquent aux vaccins violets et gris. L'objectif est de restaurer l'efficacité du vaccin pour les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus qui entrent dans les catégories prioritaires que sont les personnes âgées, les professionnels de santé et les personnes présentant des comorbidités. D'après la feuille de route de l'OMS pour l'établissement des priorités, un pays ne doit envisager d'administrer une dose de rappel au groupe de population de priorité faible qu'après avoir atteint un fort taux de couverture vaccinale parmi les groupes en haut de la liste des priorités. La dose de rappel doit être administrée 6 mois après la série primaire de 2 doses et au plus tôt si la période de 6 mois s'est écoulée avant que le vaccin ne soit à nouveau disponible. Le besoin et le délai d'administration d'une éventuelle dose de rappel pour les enfants de 5 à 11 ans n'ont pas encore été déterminés. Passons à la dilution du vaccin et à la préparation de la dose. Je souhaite ici souligner les principales différences entre les 3 formules. Le volume de diluant nécessaire au vaccin violet est de 1,8 ml, tandis qu'il est de 1,3 ml pour le vaccin orange. Il est recommandé d'utiliser pour la dilution des seringues à usage unique, seringues RUP, de 2, 3 ou 5 ml. Le volume d'une dose de vaccin violet ou gris est de 0,3 ml. Et nous vous invitons à utiliser une seringue autobloquante, seringue AB, de 0,3 ml. Le volume d'une dose de vaccin orange est de 0,2 ml et nous recommandons d'utiliser une seringue AB de 0,2 ml. Ce produit n'est toutefois pas encore préqualifié par l'OMS. Il existe des alternatives en matière de seringues et d'aiguilles si aucune seringue de 0,2 ou 0,3 ml n'est disponible, ce dont nous allons discuter dans la diapo suivante. Passons aux seringues alternatives. Tout d'abord, il faut garder en tête que l'injection intramusculaire des vaccins violets et gris nécessite une seringue AB de 0,3 ml, de préférence à faible volume mort et munie d'une aiguille de calibre 23. Pour le vaccin orange, il faut une seringue AB de 0,2 ml, de préférence à faible volume mort et munie d'une aiguille à injection intramusculaire de calibre 23. En l'absence de seringue AB de 0,2 au 0,3 ml, on peut utiliser comme alternative des seringues RUP d'1 ou 2 ml avec une aiguille à injection intramusculaire de calibre 23. Pour être une alternative viable aux seringues AB, les seringues RUP doivent répondre de préférence aux critères suivants. Volume de 1 à 2 ml, graduation par incrément de 0,05 à 0,1 ml et aiguille fixe à injection intramusculaire d'un calibre compris entre 23 et 25. Optez, dans la mesure du possible, pour la seringue avec le plus faible volume mort. Chaque dose de vaccin violet ou gris doit donc contenir 0,3 ml de produit et chaque dose de vaccin orange 0,2 ml. Après dilution, 6 doses de vaccin violet et gris pourront être prélevées du flacon et 10 doses du vaccin orange. Une seringue et une aiguille à faible volume mort permettent ainsi de prélever les 6e et 10e doses du flacon concerné. Le volume mort combiné de la seringue et son aiguille ne doivent pas dépasser 35 microlitres afin de maximiser le nombre de doses disponibles pour chaque flacon. Peut-on utiliser une dose supplémentaire provenant d'un flacon ?
On a entendu dire que certains professionnels de santé parviennent à prélever une dose supplémentaire d'un flacon. Si après avoir déjà prélevé les 6 ou 10 doses du flacon, le volume restant vous permet d'en prélever une de plus, vous pouvez l'administrer dans la mesure où la température de stockage du vaccin lors de son utilisation et la politique de flacon multidose sont conformes à la politique en vigueur dans votre pays. Si vous ne pouvez prélever le volume exact d'une dose supplémentaire d'un même flacon, ne combinez pas les résidus de plusieurs flacons, mais jetez tout vaccin résiduel. Nous vous rappelons également qu'il n'est pas recommandé de pré-remplir les seringues. Ne prélevez une dose exacte du flacon que lorsque vous êtes prêt ou prête à l'administrer. Le vaccin ne doit pas, dans la seringue, être mélangé à un autre vaccin ou un autre produit pharmaceutique. Jetez tout vaccin non utilisé au bout de 6 heures après dilution ou après le premier prélèvement ou à la fin de la session de vaccination, selon ce qui intervient en premier. Disposez de toutes les seringues AB et RUB usagées immédiatement après utilisation dans les boîtes de sécurité pour objets tranchants ou pointus, ainsi que les flacons de vaccin vides. Les diluants sont à usage unique et réservés au vaccin Pfizer. Tout diluant résiduel d'un flacon ouvert doit être jeté et ne pas être utilisé pour diluer le flacon suivant. La durée de conservation à température ultra basse a été allongée, passant de 6 mois à 9 mois. Nous vous incitons donc à toujours vérifier la date de péremption du vaccin sur les documents d'expédition avec les informations transmises par le fabricant. Il se peut que les pays reçoivent une notification du fabricant disant que l'extension de 3 mois s'applique à certains lots de vaccins déjà livrés et dont la date de péremption indiquée sur l'étiquette est celle correspondant à un stockage de 6 mois à température ultra basse. Si la date de péremption prolongée ne convient pas ou entraîne une confusion auprès des professionnels de santé, nous vous encourageons à utiliser les lots de vaccins concernés avant la date de péremption indiquée sur l'étiquette. La durée de conservation du vaccin dépend du type de formule et de la température de stockage à l'endroit où le vaccin est entreposé. Mettez à jour la date d'expiration sur l'étiquette en fonction de la durée de conservation restante dans les nouvelles conditions de stockage chaque fois qu'il y a une modification de la température de stockage du vaccin. C'est ce qu'on appelle l'étiquetage dynamique. La date de péremption d'origine doit être respectée si la date de péremption mise à jour en fonction des nouvelles conditions de stockage est antérieure à la durée de conservation à une température comprise entre moins 25 et moins 15 degrés ou plus 2 et plus 8 degrés. Assurez-vous que le processus de transfert du vaccin à une autre température de stockage et le réétiquetage de chaque plateau ou carton est effectué en 3 à 5 minutes tout au plus afin de garantir l'intégrité du vaccin. Le stockage et le transport des vaccins violets à une température comprise entre moins 25 et moins 15 degrés peuvent être envisagés sur une seule période d'une durée maximale de 2 semaines pendant la durée de conservation du vaccin. Nous recommandons de décongeler le vaccin en vue de son administration avant la fin de la 2e semaine. Voici les scénarios possibles d'application de l'étiquetage dynamique au vaccin violet que nous allons détailler dans les prochaines diapositives. Par exemple, admettons que la date de péremption d'origine à température ultra basse soit le 31 août, ce qui correspond à la durée de conservation de 9 mois à compter de la date de fabrication. Premier scénario. Le vaccin est déplacé le 15 juillet d'une température ultra basse à une température comprise entre 2 et 8 degrés. Sa nouvelle date de péremption sera le 14 août, soit 31 jours après le transfert. N'utilisez pas le vaccin après le 14 août. Deuxième scénario, le vaccin est transféré le 15 juillet d'une température ultra basse à une température comprise entre moins 25 et moins 15 degrés. La nouvelle date de péremption sera le 28 août, ce qui correspond à 15 jours à une température comprise entre moins 25 et moins 15 degrés, plus 31 jours à une température comprise entre 2 et 8 degrés. N'utilisez pas le vaccin au-delà du 28 août.
Troisième scénario, le vaccin passe le 15 juillet d'une température ultra basse à une température comprise entre moins 25 et moins 15 degrés, ce qui donne comme nouvelle date de péremption le 28 août, correspondant à 15 jours à une température entre moins 25 et moins 15 degrés, plus 31 jours à une température comprise entre 2 et 8 degrés. Mais si, au bout de 5 jours, à une température comprise entre moins 25 et moins 15 degrés, le vaccin est transféré à une température comprise entre 2 et 8 degrés, il faudra à nouveau modifier la date de péremption qui passera alors au 19 août, ce qui correspond à 5 jours entre moins 25 et moins 15 degrés, suivi de 31 jours entre 2 et 8 degrés. N'utilisez pas le vaccin au-delà du 19 août. Voici les scénarios possibles en termes d'étiquetage dynamique pour les vaccins gris et orange. Premier scénario, la date de péremption d'origine à température ultra basse est le 30 septembre. Et le vaccin est déplacé directement le 1er juillet à une température de stockage comprise entre 2 et 8 degrés. La nouvelle date de péremption sera donc le 8 septembre, soit à la fin de la période de 10 semaines. N'utilisez pas le vaccin après le 8 septembre. Deuxième scénario, le vaccin passe directement le 1er août d'une température ultra basse à une température comprise entre 2 et 8 degrés. C'est un peu tard. Aussi, il faut respecter la date de péremption d'origine, à savoir le 30 septembre. Utiliser le vaccin jusqu'à la fin des 10 semaines de stockage n'est pas permis, car cela repousserait la date de péremption au 9 octobre, soit au-delà de la date d'origine. Vous ne devez donc pas utiliser le vaccin au-delà du 30 septembre. Concernant l'étiquetage au point de service, vous pouvez par exemple écrire sur l'étiquette du flacon à l'aide d'un marqueur indélébile résistant à l'eau ou utiliser un autocollant. Problème, l'espace est limité, l'étiquette peut se retrouver mouillée et l'inscription risque de s'effacer. Nous vous recommandons, dans la mesure du possible, de conserver les flacons dans leur carton d'origine tant qu'ils ne sont pas utilisés. Optez pour un stylo résistant à l'eau, un marqueur indélébile ou un autocollant résistant à l'eau. Écrivez clairement et lisiblement si vous choisissez cette option. Assurez-vous que la date de péremption d'origine reste toujours visible et que les étiquettes des flacons soient toujours sèches et intactes, surtout pendant la session de vaccination. Un autre problème lié à l'utilisation d'autocollants est qu'il faut toujours vérifier et garder en tête la date à laquelle le vaccin a été retiré du congélateur. Il se peut que la deuxième livraison de vaccin ait été stockée plus tôt, d'où la nécessité pour les professionnels de santé de faire attention. Concernant la gestion de la disponibilité des différentes formules de vaccins dans la chaîne d'approvisionnement. Nous savons que disposer de plusieurs formules peut entraîner une confusion en termes de stockage, manipulation et administration des vaccins. Pour éviter cela, nous encourageons les pays utilisant le vaccin Pfizer pour la première fois à ne commander que la formule grise. Si toutefois l'approvisionnement en plusieurs formules ne peut être évité, voici quelques stratégies à étudier. Former les professionnels de santé à la gestion des différentes formules. Planifiez consciencieusement vos commandes de vaccins et leur distribution pour minimiser la présence des vaccins violets et gris dans la même chaîne d'approvisionnement, en particulier au point de service. Distribuez d'abord le vaccin violet jusqu'à écoulement complet du stock avant de distribuer le gris, ou réfléchissez à limiter l'utilisation de chaque formule à des zones géographiques séparées et clairement identifiées et adaptées à la chaîne d'approvisionnement du pays. Vous pouvez aussi séparer physiquement les vaccins violets et gris lors du stockage et du transport en les mettant sur des étagères de chaîne du froid à ultra basse température, UCC, ou dans des réfrigérateurs différents avec une signalisation claire.
Accrocher au réfrigérateur un guide visuel concernant la chaîne du froid, l'étiquetage dynamique et la gestion de la date de péremption des différentes formules de vaccins, afin que les professionnels de santé et employés de la chaîne du froid aient toujours un rappel sous les yeux. Réfléchissez aussi à fournir aux employés de la chaîne du froid un outil graphique d'aide visuelle pour distinguer facilement les différentes formules du vaccin et les exigences de chaque en matière de manipulation et de stockage. Si la durée de conservation restante d'un vaccin gris est courte, accélérez l'administration du vaccin violet en augmentant la couverture vaccinale et en organisant de multiples campagnes ou sessions de vaccination avec le vaccin violet uniquement. L'outil graphique était réservé aux professionnels de santé, non aux employés de la chaîne du froid. Si vous ne pouvez éviter d'avoir un approvisionnement en vaccin violet gris au point de service pendant une session de vaccination, assurez-vous qu'il soit conservé dans des portes vaccins séparées. Assurez-vous que les étiquettes à code couleur sont intactes, car une fois le flacon ouvert, on ne peut plus se fier à la couleur du bouchon. Assurez-vous qu'un même centre reçoit la même formule de vaccin pour ces sessions de vaccination ultérieures. Et veuillez noter que séparer physiquement les différentes formules du vaccin pendant le stockage et la distribution impliquera une augmentation des besoins en capacité de stockage et de transport. Aussi, nous conseillons au pays de prendre les devants et de prévoir en amont des capacités de stockage supplémentaires. Passons maintenant aux conteneurs d'expédition isotherme fournis par le fabricant. Comme vous le savez, le vaccin Pfizer est livré congelé à température ultra basse dans un conteneur d'expédition isotherme avec glace carbonique et muni d'un TMD. Les diluants des vaccins violet et orange sont envoyés séparément du vaccin. Pour les seringues, si elles sont fournies via l'initiative COVAX, elles sont envoyées avec le vaccin. Sinon, elles doivent être commandées séparément. Assurez-vous donc de les inclure à votre programme d'acquisition et à votre budget. Regardons maintenant les différentes parties du conteneur d'expédition isotherme. Bien qu'il existe d'autres modèles de conteneurs isothermes dans le commerce, conçus pour maintenir une température ultra basse pendant le transport, le vaccin Pfizer est expédié dans un type de conteneur spécifique, à savoir un conteneur pour lot de 195 flacons ou pour lot de 10 avec glace carbonique. Un conteneur agréé pour la glace carbonique doit comporter une étiquette UN 1845 sur ses parois externes. Le conteneur d'expédition isotherme utilisé par le fabricant a 5 éléments. La housse à glace carbonique, qui est un conteneur amovible de glace carbonique tout au-dessus. Viennent ensuite le plateau qui contient les flacons ou cartons de flacons et le compartiment intérieur fixe qui renferme les plateaux porte-flacons ou cartons. Puis on a le couvercle en mousse qui couvre les plateaux et cartons de flacons et contient le TMD. Et enfin, le conteneur isotherme en lui-même, à savoir le carton extérieur du conteneur. Le conteneur d'expédition isotherme doit être renvoyé au fabricant dans les 30 jours qui suivent la réception d'une livraison internationale. Il en va de même pour ses composants et le TMD. Le conteneur d'expédition isotherme peut être utilisé pour stocker temporairement les différentes formules du vaccin, mais comme il doit être renvoyé sous 30 jours, cela limite sa durée d'utilisation pour le stockage temporaire. Le conteneur d'expédition isotherme doit être réapprovisionné en glace carbonique tous les 5 jours, à raison de 15 kg de glace carbonique environ à chaque fois. Plein, le conteneur pèse environ 20 kg.
Afin de respecter les conditions de température ultra basse jusqu'à 5 jours, il ne faut pas ouvrir le conteneur plus de 2 fois par jour et pas plus de 5 minutes à chaque fois. Notez en outre que la durée de protection d'un conteneur d'expédition isotherme utilisé en livraison internationale est de 24 heures. Ce qui signifie qu'il est important de le réapprovisionner en glace carbonique dans les 24 heures qui suivent sa réception, si vous souhaitez vous en servir comme lieu de stockage temporaire. Comme mentionné, chaque conteneur d'expédition isotherme est équipé d'un TMD, soit le contrôlant Saga Logger ou le contrôlant Logger 10.01. Le fabricant cesse de contrôler la température du conteneur d'expédition une fois le TMD désactivé. Ce dispositif devant être renvoyé avec le conteneur isotherme, merci de le laisser désactivé. Si vous utilisez le conteneur comme lieu de stockage temporaire, il est de la responsabilité du ministère de la Santé de fournir un TMD pour continuer de contrôler la température pendant le stockage. Vous devez vous assurer que cet autre dispositif est installé correctement et en toute sécurité en suivant les instructions du fabricant. Dans l'idéal, il est recommandé de choisir un TMD préqualifié par l'OMS ou approuvé par les ANR. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, aucun TMD pour température ultra basse n'a été préqualifié par l'OMS. Il est également recommandé de choisir une plage de température plus vaste que celle exigée pour le stockage, ainsi qu'un dispositif muni d'une alarme en cas de température élevée ou basse. Dans l'idéal, il devrait y avoir un écran LCD indiquant la température en temps réel et une opération de démarrage à retardement. Le dispositif doit de plus pouvoir enregistrer la température à des intervalles courts, au moins toutes les 15 minutes. Voici ma dernière diapositive qui vous montre le temps d'exposition maximum des plateaux et cartons non ouverts à la température ambiante pendant le transfert des vaccins entre deux congélateurs ULT, entre un congélateur ULT et un congélateur standard, ainsi qu'entre un congélateur ULT et un réfrigérateur. Les plateaux et cartons ouverts ne doivent pas être exposés à la température ambiante plus de 3 minutes. Une fois les vaccins au congélateur ou dans le lieu de stockage autre qui convient au vaccin violet, ils ne doivent pas, lors de leur transfert au réfrigérateur, être exposés à la température ambiante plus de 3 minutes dans le cas de plateaux ou cartons non ouverts et pas plus d'1 minute pour les plateaux et cartons ouverts. Voilà, je passe maintenant la parole à Anahita qui va aborder le système de chaîne du froid requis pour le stockage des vaccins Pfizer. Merci beaucoup. Anahita, c'est à toi. Merci beaucoup Maricel et bonjour à toutes et à tous. Nous allons dans les diapositives suivantes vous dire ce qu'il faut retenir concernant la chaîne du froid pour la formule actuelle du vaccin Pfizer et les nouvelles formules. Compte tenu du temps limité que nous avons pour ce webinaire, nous vous invitons à consulter les directives techniques de l'OMS et de l'UNICEF pour plus de détails. Commençons par les stratégies en matière de chaîne du froid et de distribution des vaccins Pfizer-BioNTech contre la Covid-19. Lorsque vous déployez ou développez ces stratégies, il est important de respecter les principes suivants. A. Minimiser les infrastructures UCC, c'est-à-dire ne pas surinvestir dans ces équipements, tout en permettant un accès et une administration accrue du vaccin. B. Réduire le risque de gaspillage de flacons fermés liés aux exigences strictes en matière de gestion du vaccin, dont le stockage ULT, afin de préserver l'efficacité du vaccin, mais lié aussi aux congélateurs ULT eux-mêmes,
certains pays n'ayant pas d'expérience avec ce genre de matériel, sauf peut-être ceux ayant déjà dû gérer des épidémies du virus Ebola. Lorsqu'on développe des stratégies de déploiement, il est essentiel de regarder d'abord quelle formule de vaccin Pfizer on a, surtout maintenant avec les nouvelles formules plus stables, dont les flacons peuvent être conservés jusqu'à 10 semaines entre 2 et 8 degrés. Dans ce cadre, veuillez noter aussi qu'il est recommandé d'utiliser le congélateur ULT pour les nouvelles formules, grise et orange, seulement au niveau central en tant qu'équipement principal. Nous vous recommandons d'ailleurs de mettre au point des outils d'aide visuelle à destination des responsables de la chaîne du froid, surtout si le pays doit jongler avec différentes formules pendant la période de transition. On prévoit notamment que certains pays vont jongler avec la formule actuelle à capuchon violet et la nouvelle formule au trisaccharose pour adultes au bouchon gris. Au niveau des stratégies de déploiement, on distingue la stratégie de déploiement en cascade et celle de déploiement rapide. Dans le déploiement en cascade, les vaccins sont transférés du centre UCC aux différents points de stockage infranationaux. Deux scénarios sont possibles concernant l'installation de ces centres UCC. Le scénario principal est d'avoir un dépôt UCC au niveau central, avec exceptionnellement de multiples dépôts UCC, soit au premier niveau infranational. C'est celui qui s'applique principalement aux pays très étendus géographiquement, aux archipels, et à ceux qui ont plusieurs niveaux de points de distribution. Toutefois, lorsqu'on parle de multiples dépôts UCC dans des cas exceptionnels, on pense aussi aux zones non sûres et aux pays avec des infrastructures de distribution complexes. Avec le déploiement rapide, on transfère le vaccin directement de l'UCC central au point de service et de distribution, ce qui signifie qu'on n'a pas de lieu de stockage intermédiaire au niveau infranational ou de dépôt UCC supplémentaires. On recommande cette option principalement aux petits pays et à ceux de taille moyenne, avec d'assez bonnes infrastructures connectées aux différentes zones administratives ou districts et proches du lieu de stockage central. Avant de passer à la suite, petit rappel de la température de conservation des différentes formules, celles-ci ayant une incidence sur la prise de décision en matière de stratégie de distribution. Pour résumer, la formule violette actuelle peut être conservée à une température comprise entre -25 et -15 au maximum 2 semaines, ce qui n'est pas le cas des nouvelles formules grises et orange. Concernant la période de stockage à une température comprise entre 2 et 8 degrés, elle est de 31 jours au maximum pour la formule actuelle, violette, mais s'étend jusqu'à 10 semaines pour la nouvelle formule améliorée à capuchon gris ou orange. Intéressons-nous au déploiement en cascade. Vous avez ici une illustration de la chaîne du froid pour la distribution partant d'un dépôt unique au niveau central, d'où le vaccin est transféré au point de stockage suivant au niveau infranational, avant d'être transféré au dépôt de district, puis au point de service. Attention, lorsque vous voyez noter stockage entre -25 et -15 degrés dans les dépôts infranationaux et de district, cela ne concerne que les vaccins violets. Dans ce scénario, la vaccination se fait au niveau central ainsi que dans les lieux secondaires. Regardons maintenant la configuration avec de multiples dépôts UCC. Comme mentionné, cela doit rester exceptionnel et réservé à des lieux stratégiques, en particulier maintenant que nous avons de nouvelles formules disponibles. On voit ici un dépôt UCC au niveau central, mais aussi au premier niveau infranational, d'où le vaccin est acheminé au district, puis au point de service.
Là encore, la mention stockage entre moins 25 et moins 15 degrés ne concerne que le vaccin violet. Pourquoi ce schéma doit rester exceptionnel? Parce que plus on a de lieux de stockage UCC et de niveaux de chaîne du froid, plus le risque est grand de gaspiller des flacons fermés. Quels sont les avantages du mode de déploiement en cascade? L'investissement en UCC est limité au dépôt central et donc plus rentable. En outre, grâce à la présence de congélateurs PEV classiques au niveau infranational et des districts, qu'on peut utiliser pour stocker la formule actuelle, violette, il est possible de livrer ces vaccins violets au niveau inférieur à une température comprise entre moins 25 et moins 15 degrés pour une conservation d'une durée maximale de 2 semaines. En ce sens, on minimise aussi le risque de stress lié au transport du vaccin puisque celui-ci ne peut être livré que sur une fenêtre de 12 heures lorsqu'il est à une température positive en raison de sa sensibilité aux secousses. Passons aux inconvénients. Ce mécanisme de distribution est considéré comme lent et on court le risque de réduire encore la durée de conservation si le vaccin est stocké longtemps dans les dépôts infranationaux. Ce déploiement par strate peut entraîner une augmentation des coûts de transport, mais aussi du risque de gaspillage en raison de l'exposition à la chaleur pendant le transport. Avec l'autre stratégie, celle de déploiement rapide du vaccin, on a un seul dépôt UCC au niveau central, d'où le vaccin est directement transféré au point de service. Ainsi, le vaccin est conservé dans les congélateurs ULT aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'on en ait besoin pour les sessions de vaccination programmées. En termes de stress lié au transport, il est conseillé ici, pour la formule actuelle, de livrer le vaccin à une température comprise entre moins 25 et moins 15 degrés, puis de le décongeler à l'arrivée au point de service avant d'être administré. L'un des avantages du déploiement rapide est, comme pour le déploiement en cascade, la rentabilité, puisque l'investissement se concentre au niveau central. Il permet une distribution rapide du vaccin dans les centres ou points de service et réduit le risque de se retrouver avec un excédent de vaccins stockés au niveau infranational ou du district. Comme mentionné, en conservant le vaccin dans les congélateurs ULT jusqu'à ce qu'on en ait besoin, on maximise la durée de conservation puisque le vaccin n'est décongelé qu'en amont de la session de vaccination. Le déploiement rapide permet aussi d'économiser sur le transport puisqu'il n'y a pas de niveau de stockage supplémentaire. Et pour ce qui est des inconvénients, il y a donc le stress lié au transport de la formule actuelle si le temps d'acheminement au point de service dépasse les 12 heures. Observons la situation exceptionnelle dont on parlait au premier niveau infranational. On a remarqué qu'un certain nombre de pays demandaient des congélateurs UCC en trop pour stocker le vaccin au niveau infranational, sans tenir compte des points importants liés aux congélateurs ULT et les traitant plutôt comme des congélateurs ou une chaîne du froid de PEV classique supplémentaire. Permettez-nous d'insister, les congélateurs ULT sont complexes à gérer pour garantir qu'ils fonctionnent bien et préservent l'efficacité du vaccin. Une fois cela pris en compte, il est important de regarder les aspects stratégiques et opérationnels. Ici, en termes stratégiques, il faut vérifier que l'équipement contribuera à augmenter l'accès au vaccin et la couverture vaccinale.
Mais d'un point de vue opérationnel, il faut s'assurer qu'on peut répondre aux exigences pour garantir le bon fonctionnement des congélateurs ULT. Parmi ces exigences se trouve une alimentation électrique stable et ininterrompue, la capacité à fonctionner à température ambiante, soit en deçà de 30 degrés, et il faut s'assurer d'avoir du personnel et des techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des congélateurs ULT. J'attire votre attention sur l'encadré au bas de la diapositive. L'installation d'un congélateur ULT au niveau du district et des points de service n'est pas recommandée et ne devrait pas être entreprise. Comme mentionné précédemment, plus le stockage ULT est réparti sur toute la chaîne d'approvisionnement, plus on court le risque de gaspiller des flacons fermés en raison du manque de fiabilité de l'alimentation électrique et de soutien technique spécialisé. Comme vous le voyez, il y a d'autres considérations opérationnelles liées à l'installation de dépôts UCC au premier niveau infranational et vous trouverez plus de précisions dans les directives techniques. Mais là encore, j'insiste sur le fait que la température ambiante nécessaire au fonctionnement du congélateur ULT doit être impérativement inférieure à 30 degrés. C'est pourquoi la pièce où la congélateur est entreposée doit être climatisée. Comme l'alimentation électrique doit être ininterrompue, il faut disposer de générateurs de secours et de quantités suffisantes de carburant. En effet, on a eu des cas où le carburant nécessaire au fonctionnement des générateurs de secours manquait, compromettant ainsi l'intégrité du vaccin. Le contrôle de la température est lui aussi très important, qu'il s'agisse du contrôle à distance ou de la durée du contrôle, 30 jours. Il est essentiel de contrôler la température 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de télécharger les données et de les vérifier quotidiennement. Comme mentionné, du personnel de santé qualifié doit être disponible à tout moment. Il est par ailleurs essentiel d'avoir un plan B, en particulier des capacités de stockage alternatifs en cas d'urgence, qu'il s'agisse d'une panne du congélateur, d'une coupure d'électricité, d'un problème avec le générateur de secours, etc. Il est donc bon d'avoir soit des congélateurs ULT de secours, soit une alternative de stockage ULT. De plus, les pays qui utilisent un dispositif PASIC, comme Arctech par exemple, muni d'un MPC, un matériau à changement de phase comme bloc réfrigérant, ce MPC ne doit pas être stocké dans le même congélateur ULT que celui où sont entreposés les vaccins. Il faut un congélateur ULT spécifique. Nous allons maintenant nous arrêter sur les éléments à prendre en compte lorsqu'on choisit un congélateur ULT. Avant de passer aux critères de sélection du congélateur ULT, je voudrais juste insister sur ce qui est mentionné au début de la diapositive. Il est très important de laisser les vaccins dans leur emballage secondaire d'origine lorsqu'ils sont stockés dans un congélateur ULT. Nous entendons que cet emballage secondaire prend plus d'espace, ce qui réduit la quantité de vaccins stockés. Mais si nous insistons sur ce point, c'est que nous avons eu malheureusement des cas où les vaccins étaient placés dans les congélateurs ULT dans leur emballage primaire afin de maximiser le nombre de flacons stockés. Or, cela contrevient complètement aux recommandations de Pfizer qui apparaissent ici à la deuxième puce.
Il est donc déconseillé de stocker le vaccin dans un congélateur ULT dans son emballage primaire. Les flacons doivent rester congelés et protégés de la lumière dans leur carton d'origine jusqu'à utilisation. Les vaccins congelés non ouverts ne doivent pas être exposés à la température ambiante pendant plus de 5 minutes. Et comme l'a expliqué Maricel, l'étiquetage dynamique doit être effectué sur l'emballage secondaire. Passons maintenant à la sélection du congélateur ULT. Tout d'abord, pour comprendre la capacité de stockage nécessaire, il est important de regarder votre programme de livraison de vaccins, celui que votre pays a soumis au programme COVAX, et aussi de regarder le volume maximal et de l'utiliser comme base. Il faut aussi prendre en compte tout stock excédentaire en cas de consommation faible ou plus faible dans certains pays. Où il y a des stocks existants des mois précédents qui doivent encore être utilisés. Et il faut donc les prendre en compte. En outre, il faut aussi prendre en compte la capacité de stockage en cas de campagne étendue afin d'avoir une capacité suffisante. Chaque modèle de congélateur ULT peut stocker différentes quantités de vaccins. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser une formule générique qui se base sur l'emballage secondaire pour calculer la capacité du congélateur en litres et le taux de conversion est de centimètres cubes en litres. Si on s'intéresse au carton de plateau de 195 flacons, l'emballage secondaire actuel et le carton de 10 flacons qui s'applique au flacon gris, on vous recommande d'utiliser comme ratio un volume de 4 cm3 par dose comme facteur de multiplication. Et cela se base sur l'expérience que nous avons eue avec certains pays qui nous ont fait des retours sur le stockage, la capacité actuelle de stockage pour les différents congélateurs ULT et les différents fabricants. Pour le carton de 10 flacons à la formule pédiatrique orange, nous recommandons d'utiliser un volume de 3 cm3 par dose. Cela donnerait donc à peu près une capacité de 12 000 litres et soit 15 congélateurs ULT de grande taille, de 800 mètres. Et pour les cartons de 10 flacons, la formule pédiatrique avec le volume de 3 cm3 pour 3 millions de doses, on atteint une capacité de stockage de 9000 litres, donc à peu près 12 unités d'UCC d'environ 800 mètres. Il faut aussi s'assurer qu'on a toujours une capacité de stockage UCC en plus, avec notamment les congélateurs UCC de secours, qui sont liés non seulement aux pannes possibles de congélateurs, mais aussi à la maintenance, parce qu'il faut dégeler régulièrement cet équipement. On souhaite aussi insister sur le fait que la gestion des congélateurs ULT est assez sensible. Toute fluctuation d'alimentation électrique peut endommager de manière permanente le congélateur et compromettre l'intégrité du vaccin et son efficacité, de la même manière qu'une porte laissée ouverte par inadvertance peut avoir les mêmes effets. On a déjà mentionné aussi l'importance d'avoir une alimentation électrique non interrompue. C'est pour ça qu'il faut que le congélateur ULT doit être connecté au réseau principal, mais aussi avoir des générateurs de secours et un plan d'urgence. Concernant le fonctionnement des congélateurs ULT, comme mentionné, il est assez différent d'un congélateur de PEV standard à une température comprise entre -25 et -15 degrés.
Vous voyez ici sur l'image que le technicien porte des gants qui lui permettent d'éviter toute engelure. Les équipements de protection individuelle, EPI, sont aussi très importants lorsque vous travaillez avec les congélateurs ULT, notamment des lunettes de sécurité. Comme mentionné, les congélateurs ULT sont très sensibles à la température ambiante, ce qui peut affecter l'entretien. Et il faut donc les placer dans une pièce à température ambiante climatisée. La durée de protection est très faible avant qu'ils atteignent la température de moins 60 degrés, ce qui est la température maximale, ultra basse, à laquelle le vaccin Pfizer peut être conservé. Pour vous donner un exemple de l'alimentation électrique d'un congélateur ULT de 700 litres, cela équivaudrait à une chambre froide ambulatoire de 20 mètres cubes. Voilà, pour vous resituer un peu le contexte. Alors en termes d'équipements ULT, différents fabricants ont différentes technologies. Nous travaillons actuellement avec un fabricant qui utilise un moteur à piston Stirling qui nécessite moins d'entretien et moins d'électricité par rapport au congélateur ULT traditionnel qui fonctionne avec un système de compresseur. Certains congélateurs ULT fonctionnent avec à double température, ce qui signifie qu'ils peuvent être paramétrés sur une température comprise entre moins 86 et moins 60, mais aussi entre moins 25 et moins 15. Et c'est ce qu'on vous recommande parce que c'est un investissement qui va vous permettre d'utiliser ces congélateurs aussi dans le cadre d'un PEV après la pandémie. C'est donc un investissement plus durable. Concernant les TMD, la plupart des congélateurs ULT ont un TMD inclus, ainsi que des panneaux de contrôle externes avec lecture de température et alarme. Nous avons aussi donc ces DTM à 30 jours pour les congélateurs ULT qui sont disponibles avec les modèles Berlinger ou Loctag, bien que ce ne soit pas encore préqualifié par l'OMS. Donc pour résumer les critères de sélection des congélateurs ULT. Connaissez votre capacité de stockage nécessaire en prenant en compte les facteurs mentionnés. Cherchez aussi à vous équiper de congélateurs qui peuvent être utilisés dans un PEV après la pandémie, d'où la fonctionnalité de double fourchette de température. Prenez aussi en compte les exigences du site, notamment l'espace requis pour l'installation des congélateurs ULT. Et vous avez tous les détails pour préparer votre site dans les directives techniques. Il faut aussi garder en tête l'alimentation électrique, que ce soit le réseau principal et le générateur de secours, parce que la consommation en électricité est élevée et nécessite un entretien important. Concernant les TMD disponibles, il faut aussi voir ce qui vous intéresse. Et pour revenir sur la caractéristique de double température, on vous recommande de vous intéresser à la gamme la plus large possible, c'est-à-dire à des équipements qui peuvent fonctionner à moins 20 comme à moins 86 degrés. Vous voyez sur la diapositive 3 différentes catégories, mais un PEV bénéficierait de celui avec la plus large. Ici, on va juste parler rapidement des options de transport et de stockage des vaccins en chaîne froide à distribution de points inférieurs pour les différentes formules de vaccins, notamment les nouvelles qui sont stables pendant 10 semaines à une température entre 2 et 8 degrés. Donc, la
chaîne du froid traditionnelle qui existe est utilisée donc au niveau actif et passif de distribution. Mais lorsqu'on s'intéresse aux équipements actifs, les congélateurs mentionnés ne s'appliquent qu'aux flacons violets. Donc enfin, pour revenir, ou plutôt pour passer au contrôle de la température dans les passifs, au TMD passif. Vous les avez ici par gamme de température avec les TMD correspondants. Donc sur le la première ligne, vous avez les conteneurs passifs ULT. À côté des conteneurs d'expédition isotherme, vous avez aussi l'Arctec avec différents modèles, notamment le YBC-5E qui est spécifiquement conçu pour la température ultra basse et a un TMD inclus. Voilà. J'aimerais juste pour terminer vous renvoyer sur toutes les sources très diversifiées que vous avez et les différentes directives techniques. Vous avez ici tous les liens et on vous encourage vraiment à en prendre connaissance. Voilà, je passe maintenant la parole à Jessica Lanyon de Crown Agents. Merci. Merci, bonjour et à tous et tous. Je m'appelle Jessica Lanyon et je suis responsable de l'équipe d'assistance technique de Crown Agents. Je vais passer quelques minutes à vous expliquer comment est-ce que nous pouvons vous aider à déployer le vaccin Pfizer dans le cadre de la chaîne du froid dans vos pays. Je vais vous expliquer comment les deux mécanismes séparés font l'objet d'un accord de long terme que nous avons avec l'UNICEF et vous faire part de notre expérience. Alors pourquoi choisir Crown Agents? Nous étions la première organisation au monde à transférer les vaccins Pfizer par les frontières, notamment du gouvernement britannique aux territoires affiliés. Et nous avons énormément appris sur le transport de vaccins dans des destinations assez particulières, telles que Sainte-Hélène, les îles Pitcairn, même l'Antarctique. Nous avons fourni pour plus de 1 milliard de dollars de vaccins Pfizer à différents clients du monde. Et nous travaillons outre avec un partenaire GlobalWorks, une entreprise allemande qui bénéficie de plus de 30 années d'expérience dans le stockage et le transport de produits pharmaceutiques. Ah, Jessica, nous ne voyons pas votre changement de diapositive, hein, c'est bloqué. Je vais essayer. Voilà, c'est bon. Alors, Sorte Organigramme vous présente notre équipe principale. Gigi, Catherine et moi-même sont les personnes avec qui vous serez en contact si vous décidez de faire appel à notre assistance technique. Nous sommes assistés de spécialistes de la chaîne du froid nombreux, polyglottes, qui sont disponibles pour vous aider immédiatement. Et beaucoup de ces spécialistes ont l'expérience d'avoir des bureaux de pays de l'UNICEF et du déploiement du vaccin Pfizer dans ces pays. Ces derniers mois, nous avons travaillé avec 17 bureaux de pays de l'UNICEF et ministère de la Santé. Grâce à cet accord de long terme, nous nous sommes rendus compte que chaque pays a des besoins et défis spécifiques, mais que beaucoup de thèmes sont communs. Par exemple, la plupart des pays sont en train d'augmenter leur capacité en UCC et c'est le plus efficace au niveau central. Le stockage du vaccin nécessite des températures ultra basses et pour beaucoup de pays c'est une première. Et ce vaccin nécessite différentes températures tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui nécessite un contrôle extrêmement rigoureux. Il y a aussi une gestion des stocks à prendre en compte pour éviter tout gaspillage. Notamment maintenant que plus de vaccins sont disponibles sur le marché, il faut donc s'intéresser vraiment à sortir les premiers qui expirent afin de respecter
les procédures, les modes standardisés et de former le personnel. Alors comment fonctionnons-nous ? Alors, vous nous contactez via votre bureau pays de l'UNICEF et puis nous allons établir avec vous une relation de travail. Nous allons essayer de comprendre la situation de votre pays et vous donner des conseils pour les premières étapes de votre planification. Et plus vous vous engagez tôt avec nous, meilleurs sont les résultats. Nous offrons aussi de vous aider sur le long terme. Auquel cas, nous allons vous affilier un conseiller spécialisé qui ne va travailler qu'avec votre pays, et ce que ce soit en ligne dans le pays ou par une approche hybride. Et vous avez aussi, nous donnons aussi donc une infographie sur les défis en termes de chaîne d'approvisionnement du dernier kilomètre. Donc comme vous le voyez, notre soutien couvre de nombreuses zones dans le monde. Notre capacité de réponse est polyglotte et jusqu'à présent, nous avons fourni un soutien et des conseils en anglais, français, espagnol, portugais et russe. Nous avons supervisé l'installation, l'étalonnage, la qualification des installations. Nous avons aussi donné une formation technique et mis en place des programmes d'entretien pour les congélateurs ULT. Pour 96 congélateurs ULT, nous avons fourni 60 jours de formation dans différents points techniques et la demande augmente et nous avons fourni plus de 500 jours d'assistance technique, ce qui a résulté en 18 millions de doses de vaccins stockés en sécurité. Bien qu'il y ait des défis que chaque pays rencontre, l'un des exemples que nous pouvons citer est le Burkina Faso, où 700 000 doses allaient expirer en raison d'une courte durée de conservation. Donc nous avons mobilisé là-bas un conseiller assez rapidement qui a pu répondre à certains défis et en plein coup d'État, 91% des vaccins ont pu être utilisés. Donc le point clé vraiment est d'être préparé. Il n'est jamais trop tôt pour nous contacter. Et nous assistons actuellement un pays pour mettre en place une UCC centrale, bien que sa campagne de vaccination ne commence pas avant 6 mois. Donc avec l'accord d'assistance à long terme, vous pouvez choisir le soutien dont vous avez besoin. En général, ça peut être la mise en place de sites UCC, la logistique, la vaccination, la manipulation plutôt du vaccin et aussi la gestion et l'administration, ainsi que la formation, l'audit, la validation des UCC, ainsi que d'autres points d'assistance technique. L'idée est de garantir la sécurité des patients et bien sûr de maximiser la valeur de l'investissement de l'UNICEF. Donc comme vous voyez, nous avons une feuille de route assez claire de notre engagement auprès des pays, de notre engagement initial jusqu'au stockage, au transport et à l'administration des vaccins en toute sécurité. Mais sachez qu'il est important de contacter en amont votre pays UNICEF. L'autre chose importante est aussi que le soutien dépend vraiment du contexte et des besoins. Nous avons eu des retours très positifs sur notre assistance technique et voici quelques exemples de pays avec lesquels nous avons travaillé jusqu'à présent. Donc comme nous avons dit, nous sommes là pour vous aider et sachez qu'au plus tôt vous nous contactez, au mieux sont les résultats. Vous voyez ici comment nous contacter et n'hésitez pas à faire la liaison avec votre pays, votre bureau UNICEF pour nous contacter. Je passe maintenant la parole à Chris Larson du PS. Merci Jessica. UPS a la chance d'être l'un des prestataires de services aux côtés de Crown Agents, travaillant avec les pays à développer des projets et des infrastructures afin de
manipuler les vaccins ultra froids de Pfizer. Nous avons eu l'opportunité de travailler avec Pfizer partout dans le monde. Nous avons livré 1,3 milliard de doses de Covid vaccine dans 83 pays et avons donc eu l'opportunité de montrer nos capacités en matière de transport international, de gestion du CC et de travail avec les pays. Prenons l'exemple du Nigeria avec lequel nous avons livré 1 million de doses du vaccin Pfizer dans le pays et où nous avons déplacé le vaccin à une température de moins 70 degrés. Donc ce type d'expérience nous a donné la possibilité d'apporter notre expérience, de faire intervenir des experts pour travailler avec les pays afin de s'assurer que ceux-ci comprennent la logistique, les contraintes logistiques associées à la manipulation du vaccin Pfizer en UCC. Nous avons mis en place un programme de formation avec des experts du PS. Nous avons aussi des partenaires qui ont beaucoup d'expérience dans l'industrie, notamment un ancien cadre de Pfizer qui nous a beaucoup aidé à comprendre ou plutôt à rassembler les informations nécessaires au pays et aider à concevoir et proposer ce programme de formation. Donc ce programme de formation est destiné à un niveau élevé et inclut une formation en ligne, donc des sessions Zoom avec nos experts, où nous couvrons beaucoup de contenu. Nous avons aussi un site internet avec des vidéos de formation qui renforcent ce que vous avez appris lors de la formation Zoom, ce qui permet à chaque pays de regarder ces formations, d'avoir des personnes se former à partir de ces vidéos pour être certifiées sur la manipulation du vaccin Pfizer. Et aussi de s'en servir comme formation d'appoint. Par exemple, ils peuvent regarder à nouveau une vidéo sur comment réapprovisionner un conteneur en glace carbonique juste avant son arrivée, par exemple. Et ça peut être une formation de rappel très importante si la formation a été effectuée plusieurs mois auparavant. Et ça permet aussi du coup de s'adresser à beaucoup de personnes dans un pays et de former énormément de personnes dans les pays avec lesquels nous avons travaillé. Ça a certainement aidé en fait à disséminer les informations et les connaissances nécessaires. La première partie de notre formation, ce sont des sessions Zoom que nous avons donc en direct avec les pays. Mais avant de commencer, nous avons une consultation avec le pays, le ministère de la Santé, les équipes de PEV, afin de vraiment comprendre la situation du pays, quelle est la capacité du CC dans le pays, quel est le plan général de distribution, dans un rayon de combien de kilomètres par rapport à la capitale souhaite-t-il distribuer le vaccin, etc. Cela nous permet d'avoir une bonne compréhension de la situation du pays et donc de concevoir une formation sur mesure, notamment pour tout ce qui se passe dans le pays, mais aussi lorsqu'on parle de distribution, de planification, etc. La formation sur Zoom que vous voyez ici commence avec les protocoles de manipulation du vaccin, qu'il s'agisse du vaccin gris ou violet. On parle beaucoup de ces protocoles, on parle aussi de comment éviter le gaspillage de vaccins. Parfois, il s'agit de planifier la consommation, planifier la distribution, mais aussi gérer la durée de conservation de manière assez précise. On passe aussi pas mal de temps sur la manipulation du conteneur, que ce soit l'ouvrir, la réapprovisionner en glace carbonique, manipuler le TMD à l'intérieur du conteneur lorsqu'il arrive, etc. On fait aussi donc beaucoup de formations sur la manipulation de la glace carbonique parce que beaucoup de professionnels du ministère de la Santé n'ont pas beaucoup d'expérience là-dedans. On s'intéresse donc aux EPI qui sont nécessaires, etc.
Et j'ai mentionné le réapprovisionnement en glace carbonique des conteneurs, c'est important, surtout si les pays utilisent ces conteneurs en stockage temporaire ou pour transporter les vaccins à l'intérieur du pays. On parle aussi de la gestion des dates de péremption, des plans d'urgence, beaucoup. On parle aussi de différents outils, donc par exemple les congélateurs Stirling, certains conteneurs d'expédition entre 2 et 8 degrés, etc. Comment est-ce qu'on peut les utiliser pour étendre la durée d'utilisation d'un produit, à quelle température, etc. Donc ces formations sont très utiles pour atteindre le pays, pour la distribution à long terme et aussi pour permettre la distribution de pays à des zones un peu plus éloignées. Outre ces sujets, dans la formation Zoom et la vidéothèque, il y a aussi des leçons assez courtes qui sont à la demande, qui peuvent être accessibles selon la disponibilité des personnes qui suivent la formation et qui peuvent être utilisées aussi par des groupes un peu plus larges. Je pense par exemple au Malawi, à la Zambie et au Cameroun, entre autres, où plus de 100 personnes ont regardé ces leçons vidéo et ont été certifiées utilisateurs et manipulateurs de ces vaccins. Donc ça permet aussi à un pays de vérifier qui a été formé sur quoi, et comme je l'ai mentionné, c'est un mécanisme de formation de dernière minute très utile pour rafraîchir la formation qui a pu être effectuée plusieurs semaines ou plusieurs mois auparavant. Nous avons aussi donc des experts qui travaillent avec les pays sur certains points spécifiques au pays. Par exemple, est-ce que le pays est prêt à accueillir le vaccin Pfizer? Quelle est la liste, les points de la liste de vérification à répondre? On travaille aussi à développer des procédures normalisées et des directives avec les pays. Et ces procédures normalisées sont spécifiques à la situation de chaque pays. Nous travaillons aussi avec les équipes des PEV des ministères de la Santé pour configurer ces procédures normalisées, qu'il s'agisse de la manipulation du vaccin, basée sur notre expérience et sur celle que nous avons avec les autres pays. Donc nous avons une sorte de modèle avec lequel on commence et puis on s'adapte à la situation de chaque pays. On travaille aussi sur les programmes de distribution. Mais il est important donc de savoir, de comprendre où est-ce qu'on va livrer les vaccins, comment est-ce qu'on va les distribuer au sein du pays, comment les déplacer à l'intérieur du pays. Et donc on fournit aussi une assistance technique là-dedans. Nous avons d'ailleurs un accord de long terme avec l'UNICEF pour ce type d'assistance et l'équipe UNICEF peut vous le communiquer si besoin. Voici quelques exemples de formation. Donc j'ai mentionné la manipulation du vaccin Pfizer, donc on voit comment est-ce qu'il est emballé, on parle de son emballage, de comment on le déballe, des conditions de stockage recommandées, on parle beaucoup de la durée de conservation maximale, par exemple pour le vaccin violet, vous pouvez le conserver dans un congélateur, un congélateur ULT pendant toute la durée de conservation, mais une fois qu'on le sort, la date de péremption sur le flacon n'est plus valable et donc il faut l'ajuster, etc. Avec la nouvelle formule, on a une simplification. Puisqu'en gros il est stocké dans un congélateur ULT et puis sorti ensuite, où il peut rester décongelé à une température de 2 et 8 degrés pendant 2 semaines. Mais encore une fois, il faut le prévoir de manière efficace parce que 10 semaines, c'est assez long. D'accord ? Et il faut donc avoir un moyen
de vérifier en fait et de contrôler ces différentes températures à ces différentes conditions de stockage. On parle aussi beaucoup donc de l'emballage des vaccins. Le vaccin gris est différent en termes d'emballage, donc c'est important de le mentionner. J'ai aussi parlé de la glace carbonique, de comment la manipuler en toute sécurité, de comment en disposer aussi en toute sécurité, quels sont les EPI, l'équipement à utiliser. On parle aussi du réapprovisionnement en glace carbonique des conteneurs d'expédition, ce qui est très important dans différents pays qui l'utilisent comme stockage temporaire. Et puis bien sûr, en termes de date de péremption, une fois qu'on sort le vaccin du congélateur ULT, il faut garder un œil sur la durée, la date à laquelle ils ont été sortis, puisque un vaccin violet ne peut rester que 14 jours dans un congélateur et puis 31 jours dans un réfrigérateur entre 2 et 8 degrés, alors que le flacon gris, lui, peut rester 10 semaines à une température entre 2 et 8 degrés, mais il faut quand même vérifier. On parle aussi beaucoup de planification en termes de distribution, en fonction de la situation du pays. Est-ce qu'ils ont assez de glace carbonique? Est-ce qu'ils ont une capacité de congélation à moins 70 degrés? Donc on parle beaucoup avec les pays de tous ces paramètres de distribution. À quel moment est-ce que les vaccins vont être décongelés? Combien de temps ils vont rester décongelés? Quel est le mécanisme pour les acheminer d'un point à l'autre, que ce soit en termes de véhicules, d'emballage, etc. Donc on a une processus standardisé, une procédure standardisée pour regarder pour prendre cela en compte d'après notre expérience, et on a distribué des millions de doses de vaccins avec le Nigeria à des températures négatives. Enfin, on travaille sur un plan d'urgence, notamment regarder ce qui peut tomber en panne, ce qui peut ne pas aller dans le bon sens, etc. Une fois qu'on a identifié ces problèmes, on travaille au développement d'un plan B pour adresser ces risques potentiels, et c'est quelque chose qu'on a incorporé donc dans nos procédures normalisées sur lesquelles on travaille avec les pays, car le plan d'urgence est extrêmement important et on insiste dessus lors de notre formation, parce qu'on ne peut pas s'inquiéter des risques au dernier moment. Comme on l'a vu avec Crown Agents, il faut s'en soucier très tôt. Voici quelques points d'expérience qu'on a rencontrés avec certains pays. Certains pays donc déballent directement les vaccins dans des congélateurs ULT. Et puis ils se disent, ah bah tiens, comment est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on les sort des congélateurs, comment est-ce qu'on avance, etc. Donc on a travaillé avec les pays pour qu'ils utilisent au maximum les conteneurs isothermes en les réapprovisionnant en glace carbonique à leur arrivée. On a travaillé notamment beaucoup avec le Nigeria sur la réutilisation de ces conteneurs isothermes. Donc il y a beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser, en particulier dans des pays où les infrastructures sont plus faibles, où les capacités aussi. La durée de transport de 12 heures maximale est assez limitante. Et on a vu avec certains pays que pour atteindre des endroits plus éloignés, l'utilisation du vaccin gris qui peut être conservé 10 semaines à une température entre 2 et 8 degrés est certainement plus utile. Enfin, évidemment, il y a l'incertitude en matière de demande qui entre aussi dans le plan B, puisque on a vu certains pays qui étaient assez timides à l'idée de sortir les vaccins du congélateur à moins 70 parce qu'ils n'étaient pas très sûrs de la demande, ils ne savaient pas trop quoi en faire.
Et donc il y avait un peu de réticence à les sortir des congélateurs. Est-ce qu'on a suffisamment de demandes pour respecter la durée de conservation de 31 jours entre 2 et 8 degrés par exemple, et cela est notamment facilité avec la formule à vaccin, de vaccin gris qui peut être conservée à 10 semaines. Et donc on essaie de travailler avec les pays en termes de confiance pour qu'ils soient suffisamment à l'aise avec la demande et la planification du retrait des vaccins des congélateurs en fonction. Voilà, donc on a hâte de travailler avec les équipes UNICEF et n'hésitez pas à nous contacter via les bureaux UNICEF vous aussi. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Chris. J'aimerais remercier tous les présentateurs pour cette formidable présentation et toutes et tous les participants de nos 3 sessions. L'enregistrement de cette session et la présentation seront accessible. On va tout poster sur le site internet de TechNet et l'envoyer par courriel à celles et ceux qui s'étaient inscrits aux sessions. On vous fera aussi parvenir une feuille de questions-réponses combinée à l'écrit par courriel et ce sera aussi mis en ligne sur le site de TechNet. Encore une fois, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.